15h30, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. Vous venez de suivre en direct le discours de Valérie Pécresse, son premier grand discours de campagne depuis qu'elle a été désignée candidate de la droite à la présidentielle. Un discours depuis la Maison de la Mutualité à Paris, le décryptage et l'analyse en plateau avec William T, président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite, Elisa Bertolomé, journaliste politique BFM TV, Jackie Isabello, spécialiste de communication politique, cofondateur de l'agence Coriolink, alors qu'on entend cette Marseillaise avec tous les cadres et dirigeants des Républicains autour de Valérie Pécresse. Le fond, la forme, Jackie Isabello, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours de Valérie Pécresse ? On a souvent reproché à Valérie Pécresse de ne pas forcément être très enthousiaste dans ses discours. On peut dire là, exercice plutôt réussi, des formules, un discours plutôt bien troussé avec des formules qui vont sans doute être reprises dans les 20 heures. Sur le fond, on s'aperçoit que le projet qui est celui qu'elle souhaite porter, il est là. Un gros discours très régalien, ordre, force, police, autorité qui devrait satisfaire les partisans d'Éric Ciotti. Mais en même temps, elle embrasse des thématiques gaullistes, sociales, avec des termes, on en parlait tous les deux, de tendresse, qui sont des termes dont on se dit, mais attendez, je me suis trompé de chaîne, c'est pas possible. On est en train de faire de la politique où tout le monde s'échappe. Donc un discours de droite, mais en même temps, pour conclure, avec une tonalité qui est celle d'une femme qu'elle souhaite quand même faire émerger, tout en étant derrière, et elle le rappelle assez rapidement, une main ferme et un gant de velours qui n'est pas forcément en velours, elle l'a bien affirmé. Elisa Bertolomé, on le disait justement, ce terme de tendresse qui a été répété à plusieurs fois, la tendresse pour la France, c'est ce qu'a expliqué Valérie Pécresse, mais un peu plutôt aussi la tendresse familiale. Elle nous a parlé de ses souvenirs d'enfance, notamment pour évoquer aussi la place de la famille qu'elle tiendrait dans cette campagne aussi et dans son projet notamment. C'est l'un des piliers, la famille de son projet. Elle l'a fortement mise en avant en jouant notamment sur cet adjectif, ce qualificatif de la tendresse. On voit ici donc qu'elle veut aussi faire monter dans cette campagne des valeurs qu'on rattache aux candidates féminines dans ces campagnes-là. Moi, j'ajouterais à ce que vient de dire mon collègue qu'elle a coché finalement toutes les cases des valeurs de droite dans son discours. Elle a fait une sorte de grand écart, Valérie Pécresse, où elle a essayé de parler à la fois aux électeurs de droite qui ont voté pour Éric Ciotti, qui pourraient être tentés de rejoindre Éric Zemmour en mettant en avant donc ces notions immigration incontrôlée, intégration ratée. Elle a parlé d'un État fort. Elle a dit qu'elle était une chef de guerre, qu'elle serait une chef de guerre également si elle était élue. Et en même temps, de l'autre côté de l'échiquier de la droite, elle a tenté de parler à cette droite plus gaulliste, plus sociale, plus libérale, à ces électeurs finalement de droite qui ont choisi Emmanuel Macron il y a 5 ans et qu'elle va essayer de faire revenir au bercail, de faire rentrer à la maison quelque part. Donc c'est une position pas facile pour Valérie Pécresse, puisqu'il faut qu'elle arrive à être crédible de chaque côté de l'échiquier de la droite. Si on s'en tient à cet électorat, elle est cornaquée de chaque côté, à la fois par Emmanuel Macron, par Éric Zemmour et Marine Le Pen de l'autre côté. Sur le fond, donc c'était pas simple pour elle de se détacher. Sur la forme, on voit qu'elle a tenté d'insuffler une dynamique, qu'elle a tenté un peu de mobiliser la foule de cadres, les Républicains qui étaient assis face à elle. Il faut noter que ce sont vraiment les cadres du parti qui sont là aujourd'hui. Ce n'est pas le meeting tel qu'il était prévu avec plusieurs milliers de militants tel que ça devait avoir lieu à la porte de Versailles. Les LR ont choisi une salle plus petite, raison sanitaire oblige. Donc il y avait un peu plus d'1 millier de cadres, les Républicains, qui étaient massés dans cette maison de la Mutualité pour venir écouter ce premier discours de leur candidate. Et on voit notamment donc les 4 candidats battus au Congrès sur scène. Christian Jacob, le président des Républicains. On a vu aussi Gérard Larcher, le président du Sénat. William T, elle n'a pas épargné Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Ce sera Emmanuel Macron ou nous, a notamment dit la candidate des Républicains. Oui, vraisemblablement, en fait, quand on regarde les derniers sondages, on voit que Éric Zemmour ou Marine Le Pen, s'ils se retrouvaient face à Emmanuel Macron, le président sortant, l'emporterait vraisemblablement. Et donc, du coup, l'éruption de Valérie Pécresse dans les sondages montre qu'il peut y avoir une alternative à Emmanuel Macron si c'est Valérie Pécresse qui arrivait dans le cadre d'un second tour. Et pour arriver au second tour, il faut d'abord se qualifier après le premier tour. Et ce qu'elle essaye de faire après ce meeting d'investiture, elle est investie comme candidate des Républicains, c'est qu'elle s'adresse d'abord à son camp électoral, donc principalement à la droite, en parlant à chaque tendance de droite. Elle a parlé à la droite libérale en invoquant les questions de liberté,
et de questions économiques. Elle a parlé à la droite régalienne d'Éric Ciotti en évoquant l'ordre et la sécurité. Elle a parlé à la droite gaulliste en parlant de la grandeur de la France et de la fierté française retrouvée. Elle a esquissé un nouveau thème pour éventuellement, mais elle n'a pas vraiment développé, c'est la question de la fraternité et de la tendresse, comme vous l'avez souligné. Et la difficulté, c'est que pour l'instant, il faut qu'elle mette des mots dessus pour donner un contenu, pour éventuellement élargir son bloc électoral, pour s'adresser aux catégories intermédiaires et éventuellement aux jeunes. Vous parliez de la jeunesse, mais elle a abordé la jeunesse à la toute fin de son discours. Elle a dit à la jeunesse, ne doute pas, ne tremble pas, en s'adressant aux jeunes. C'est un début de c'est un début parce qu'en fait, sur les différents éléments, liberté, grandeur française et ordre, on a à peu près des grandes mesures de politique publique. Sur les derniers éléments, donc s'adresser aux électeurs intermédiaires à travers la tendresse et la fraternité, il n'y a pas d'éléments de politique publique. On a hormis la politique familiale, mais il n'y a pas d'éléments de politique publique pour comment elle arrivera à remettre en place la méritocratie. Et pareil pour la jeunesse, il n'y a pas encore d'éléments dessus. Donc je pense que son discours visait principalement à s'adresser au camp, aux électeurs de François Fillon qui étaient séduits par Emmanuel Macron et aux électeurs de François Fillon qui étaient séduits par Marine Le Pen et par Éric Zemmour pour d'abord solidifier son bloc qui fait à peu près entre 18 et 20%, pour éventuellement esquisser des pistes pour étendre son électorat parce qu'elle ne peut pas gagner sur ces deux électorats qui sont précis. Je rappelle que Valérie Pécresse fait environ 8 à 9% chez les moins de 35 ans et auprès des électeurs intermédiaires, elle fait environ 12%. Pour espérer gagner l'élection présidentielle, il faut qu'elle atteigne entre 15 et 20% dans ces deux catégories précises. Elisa Bertolomé, on a de nouveau entendu et compris cette volonté d'unir la famille, les Républicains dans ce discours de Valérie Pécresse, notamment avec cette formule, les 4 mousquetaires des 4 candidats masculins qui ont été évincés à son profit. Nous serons une pour tous et tous pour une. Oui, elle a bien fait attention à tous les faire applaudir. Ces anciens adversaires au Congrès qui se sont levés. On les a vus, c'était aussi un peu leur moment à cette occasion. Elle a mis un soin tout particulier à les saluer et à bien sûr saluer leur engagement derrière sa candidature, puisqu'elle a passé toute la semaine qui vient de se dérouler à rendre visite aux uns et aux autres dans leur territoire pour bien montrer Valérie Pécresse qu'elle est certes la candidate qui a été désignée à l'issue de cette procédure de congrès, mais qu'elle sera la candidate de tous les Républicains. Elle ne veut pas, surtout pas, refaire la même erreur que François Fillon il y a 5 ans, qui en 2016 n'avait pas vraiment pris le temps de travailler avec ses anciens rivaux, d'inclure des personnalités autres que ses proches dans son équipe de campagne. Là, c'est chose faite, puisque juste avant ce meeting, son directeur de campagne a notamment dévoilé quel serait le début d'organigramme de cette campagne. Tous les anciens directeurs de campagne de ses adversaires ont été nommés directeurs de campagne adjoints. Donc c'est pour bien montrer également que toute la famille Les Républicains est unie et qu'ils feront cette campagne ensemble. Elle ne sera pas toute seule contre eux. Elle a aussi indiqué, William T, elle a rappelé qu'elle était la première femme à représenter la droite à la présidentielle. Vous avez osé, j'en serais digne. C'est un avantage pour la droite et pour elle d'être une femme aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, la droite n'avait jamais désigné... Il y a 2 grandes ruptures dans la famille gaulliste. La droite n'avait jamais désigné de femmes candidates. Et d'habitude, pour la droite qu'on appelle bonapartiste dans la répartition par René Raymond, d'habitude, c'était un leader qui était très charismatique. Et depuis François Fillon, on a vu qu'ils avaient un peu moins d'énergie ou un peu moins de charisme que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a une forme de rupture pour privilégier plutôt que le charisme. Le sérieux, c'est dans ses discours. Elle dit qu'elle préfère faire plutôt que plaire. Et en fait, elle est en train de se construire autour d'une phrase qu'elle avait indiquée, je serais 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher, un semblant de ligne politique pour la campagne et pour éventuellement diriger la si par qu'elle était élue présidente de la République. On voit à peu près qu'en fait tous ces totems de politique publique et tous ces traits de personnalité essaient de correspondre à ces 2 traits-là. Donc à la fois être capable d'être rassembleuse et sérieuse comme Angela Merkel, mais également être aussi réformatrice que Margaret Thatcher. Et c'est dans ces sens-là, en fait, tous ces items de politique publique par rapport à sa personnalité, le fait qu'elle soit plutôt scolaire que dévergondée, comme le suggérait Nicolas Sarkozy, tous ces hommes-là donnent un item qui sont plutôt sérieux. La difficulté maintenant pour elle, c'est qu'en fait, il faudrait élargir son spectre électoral pour atteindre différentes catégories. Pour l'instant, elle s'adresse spécifiquement la ligne libérale pour séduire les électeurs séduits par Emmanuel Macron et ligne régalienne pour séduire les électeurs de Zemmour et de Marine Le Pen. Et au-delà, donc elle avait commencé à l'évoquer sur la question de la tendresse et la fraternité pour séduire les électeurs intermédiaires. Et maintenant, il faudrait désormais adresser des signaux en faveur de la jeunesse qui a vécu une période difficile à cause de la crise sanitaire. On appelle ça la génération sacrifiée, qui sera un angle de la campagne électorale de 2022. Vous restez avec nous, évidemment. Il nous a rejoint en plateau Maurice Ulrich. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique à l'Humanité, puisque
puisque nous vous l'avons dit, cet après-midi, nous avons 2 grands meetings de campagne. Dans un instant, nous irons du côté du candidat Europe Écologie Les Verts pour son discours, son meeting, Yannick Jadot. Mais pour l'instant, toujours donc Valérie Pécresse qui s'est exprimée. Vous l'avez entendu en direct sur BFM TV il y a un instant, avec finalement en introduction déjà, Elisa Bertholomé, cette annonce « J'ai une bonne nouvelle, la droite est de retour ». Ça y est, tout est dit. Oui, mais c'est ce qu'elle espère évidemment. Et pour être tout à fait honnête, vu les dernières enquêtes d'opinion, celles qui sont parues cette semaine en tout cas, ça donne en effet le sentiment que la droite revient un petit peu au centre du jeu, puisqu'on voit que quelle que soit l'enquête d'opinion, Valérie Pécresse prend entre 6 à 11 points. Donc on sent... C'est normal, c'est lié. Il y a une petite dynamique derrière elle, c'est normal. La droite vient de terminer son congrès. Médiatiquement, elle a occupé l'espace. Cette semaine encore, Valérie Pécresse était très présente avec les différents déplacements qu'elle a fait. Donc c'est un effet, somme toute, assez logique qu'elle prenne des points dans l'opinion publique. Mais c'est vrai qu'elle en a pris beaucoup dans les enquêtes qui sont parues cette semaine, notamment notre sondage est là pour BFM TV et l'Express, où elle prend 11 points et elle est même donnée vainqueur face à Emmanuel Macron au second tour. C'est quelque chose que la droite ne pouvait pas rêver, ne rêvait plus depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Ça fait 10 ans quasiment qu'ils ne sont plus au pouvoir, depuis au pouvoir national en tout cas, depuis que Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. On donnait 2022 comme un match retour de 2017 avec le président sortant qui est candidat à sa réélection face à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Donc pour la première fois, on voit qu'il y a un candidat de droite, une candidate en l'occurrence, qui est en capacité de chambouler un petit peu ce match qui est établi depuis plusieurs années. Ça leur donne un petit peu d'optimisme, on va dire, alors que cette campagne est lancée donc avec Valérie Pécresse candidate. William Théo, Elisa en parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, effectivement, elle a réussi aussi à reprendre des directeurs, des équipes de campagne des 4 candidats. Est-ce que selon vous, pour l'instant, on est au tout début de sa campagne, le rassemblement et l'unité sont réussis pour Valérie Pécresse? Il y a une différence par rapport à 2016, c'est que déjà, ils ont une première photo, ils étaient tous ensemble, alors qu'en 2016, on avait uniquement François Fillon qui était en photo avec Alain Juppé, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle a réussi à instaurer une dynamique de campagne en étant présente sur le terrain, en ayant sur chacun des fiefs électoraux des différents candidats des faits à la primaire, en Savoie pour Michel Barnier, les Hauts-de-France pour Xavier Bertrand, en Alpes-Maritimes pour Éric Ciotti et dans les Hauts-de-Seine pour Philippe Juvin. Donc sur ce point-là, elle a mis une dynamique de campagne, alors que François Fillon en 2016 était tout de suite parti quasiment en vacances au ski et donc n'avait pas réussi à instaurer un dynamisme. Enfin, il y a un troisième point qui est très important, c'est les sondages qui sont plutôt bons, parce que dans la mesure où la droite a désormais une chance de gagner, chacun des candidats qui ont été défaits lors de la primaire voudront espérer, ou ont une possibilité de gain éventuellement d'être ministre, Premier ministre et d'avoir un gain significatif en cas de victoire. Donc du coup, chacun a intérêt de se mettre derrière la candidate Valérie Pécresse pour faire campagne auprès d'elle parce qu'elle a une possibilité de victoire et c'est ça la grande différence avec ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines. Alors, Maurice Ulrich, oui. pendant que vous rangez votre bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau, c'est le direct. Exactement. Direct. Maurice Oui. Ulrich, justement, cette droite qui se veut unifiée aujourd'hui, qui se présente en tant que telle, avec une femme à sa tête et que les sondages donnent en très bonne position à l'heure actuelle, est-ce qu'elle peut faire peur à la gauche qui, de son côté, pour l'instant, avance en ordre dispersé? Je crois que non seulement elle peut faire peur à la gauche, mais enfin, je crois que la gauche, dans cette affaire-là, n'a pas grand-chose à gagner. Je ne vois pas trop où est le problème. Bon, de toute façon, les stratégies sont complètement différentes, elles n'ont rien à voir. Donc, est-ce qu'elle peut faire peur à la gauche? Autrement dit, est-ce qu'elle peut prendre des voix à gauche? Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non. Donc, pourquoi aujourd'hui la droite a-t-elle réussi à s'unir, à se rassembler, alors que les dernières années ont été compliquées aussi à droite? Et pourquoi de l'autre côté, la gauche n'y arrive pas, n'y parvient pas? Non, mais je dirais pas ça. Je dirais pas que la droite est rassemblée, puisqu'en fait, on a aujourd'hui 3 droites, voire 4 avec des. Je parle pour la droite des Républicains. On a une droite républicaine et on a 2 extrêmes droites ou 2 droites extrêmes, qu'on les appelle comme on veut. Donc tout ça est divisé. Et jusqu'à présent, effectivement, au sein même des Républicains, ça paraissait divisé entre Ciotti, Bertrand, etc. Bon, ce qui s'est passé donc depuis la semaine dernière, c'est qu'effectivement l'élection à la tête, enfin, comme candidate de Valérie Pécresse, change complètement la donne. Et y compris, je pense moi que le succès, on va dire, assez fulgurant de ces premiers jours, fait que même les divisions au sein de la droite, personne n'a intérêt à les faire perdurer. Je vois mal Éric Ciotti vouloir faire un petit numéro de cavalier seul, alors que Valérie Pécresse a le vent en poupe. Donc ça lui ouvre un chemin. Et ce chemin qui lui est ouvert, je crois qu'il correspond à ce qui était une attente.
à mon avis, il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui ne sont pas ralliés à Macron, voire qui n'en veulent plus, mais qui ne veulent pas non plus de Zemmour-Le Pen. Donc ceux-là, ils étaient en attente, ils étaient en soif de quelque chose, et Valérie Pécresse arrive à point nommé, et donc je pense qu'elle a, peut-être pas une autoroute, mais elle a quand même une possibilité, un créneau qui est important et qu'elle va exploiter. Mais est-ce que ça veut dire que l'essai pourrait être transformé si, par exemple, Nicolas Sarkozy finissait par venir adoubler Valérie Pécresse? Alors c'est le grand absent de ce début de campagne de Valérie Pécresse. On disait qu'il y avait tout le monde sur la photo de famille. Bon bah non, il n'y a pas encore Nicolas Sarkozy qui n'était pas présent à la Mutualité cet après-midi, qui n'a pas encore dit pour qui il se prononcerait, pour qui il voterait lors de cette élection présidentielle. Il ménage un peu la chèvre et le chou, Nicolas Sarkozy, puisque il a fait dire qu'il avait voté lors du Congrès Les Républicains, mais il n'a pas dit pour qui. Il a encore reprécisé aujourd'hui qu'il ne prendrait pas position aujourd'hui pour une raison qu'il explique de cette manière, en disant qu'il est un ancien chef d'État et qu'il doit faire quelque part honneur à son statut. On a bien compris que Nicolas Sarkozy, il parle avec Emmanuel Macron, qu'il aime beaucoup ça, qu'il veut encore pouvoir parler avec Emmanuel Macron pendant quelques temps, qui est le président sortant. Et donc, évidemment, s'il se prononçait pour Valérie Pécresse dès aujourd'hui, le canal serait quelque part rompu avec le chef de l'État. Donc, il fait un peu monter le suspense, il fait même monter les enchères, Nicolas Sarkozy, hein, on peut le dire, puisqu'on ne sait pas encore pour qui il va se prononcer. Il parle avec beaucoup d'amitié de Valérie Pécresse. Il le dit, c'est une amie, je lui ai parlé, elle m'a appelé, ça m'a fait plaisir qu'elle m'appelle après avoir été désignée. Mais par contre, c'est aussi une de mes anciennes ministres. Donc c'est aussi un moyen pour lui de faire comprendre que c'est bien sa vassale, sa vassale Valérie Pécresse, et qu'il reste encore le maître incontesté sur l'électorat de droite, en tout cas celui qui a le plus d'influence. Et la remarque est un peu mesquine quand même, au moment où elle est en voie de rassembler un certain nombre de républicains. Elle est rappelée, oui, mais c'est une de mes anciennes ministres. C'est comme quand il avait dit non, c'est pas lui qui avait dit, c'est mon collaborateur. Non, c'est le contraire. Chirac, c'est mon collaborateur. Là, il fait le coup pour Pécresse. Moi, je soupçonne même une petite pointe de misogynie quand même, parce que c'est l'amitié avec Macron ou les relations avec Macron. Oui, ça on va y revenir. Alors, ça se fait entre hommes, mais Valérie, elle est gentille. Il y a deux événements politiques importants cet après-midi. Vous venez de le suivre. Donc, ce discours de Valérie Pécresse, discours également d'un autre candidat, c'est Yannick Jadot, qui lance véritablement sa campagne ce samedi sur ses terres de Laon, dans l'Aisne. Il est né donc dans cette commune. On le rappelle, il est crédité d'environ 6 à 8% dans les sondages. On va rejoindre tout de suite Marie-Jean Tric sur place dans cette salle de Laon, donc pour ce discours de Yannick Jadot, qui va peut-être devoir un petit peu relancer la machine et notamment avoir peut-être plus de visibilité à la fois pour lui, mais aussi pour ses thèmes de campagne. Parce qu'il y a des acheteurs qui voulaient... Oui, exactement. Pour Yannick Jadot, c'est l'occasion d'avoir plus de visibilité, et puis c'est aussi l'occasion de dire qu'il veut continuer à faire cavalier seul. On l'a entendu tout à l'heure à 13h. Il réaffirme qu'il ne souhaite pas participer à cette primaire proposée par Anne Hidalgo, et qu'au contraire, il invite ses concurrents à le rejoindre autour de son projet centré sur l'écologie. Alors nous, justement, en attendant que Yannick Jadot ne prenne la parole, ce qu'il devrait faire d'ici 10 minutes, en attendant donc qu'il ne prenne la parole, on a discuté avec quelques militants pour savoir ce qu'ils pensent de cette idée d'une primaire à gauche lancée par Anne Hidalgo, et pour la plupart, ils sont d'accord avec Yannick Jadot. C'est un petit peu trop tard, on les écoute. En la surprise, je m'attendais, pour moi le bio c'était... Pour soutenir la candidature d'Yannick Jadot, c'est la seule à même aujourd'hui à un projet concret pour vraiment être à la hauteur de la justice climatique, de la justice sociale, et représenter une vraie alternative. Aujourd'hui, on est dans une mascarade où les socialistes essayent de sauver leur candidature, alors que nous, on est déjà en train de parler de projets. Et je pense qu'aujourd'hui, la place de l'écologie, elle est vraiment primordiale pour la société, pour les enjeux qui sont devant nous. Pour moi, je pense qu'elle n'est pas en mesure de proposer cette primaire, et c'est à elle plutôt de réfléchir et de se mettre derrière Yannick. Voilà, donc Yannick Jadot devrait prendre la parole maintenant d'ici quelques instants. 300 personnes sont réunies pour l'écouter. 300 personnes, ce n'est pas beaucoup, c'est en partie à cause du coronavirus. Et puis c'est aussi parce que jouer la proximité, c'est l'une des stratégies de Yannick Jadot. Il essaie justement de s'opposer à Anne Hidalgo, souvent taxée de parisianisme. Lui, Yannick Jadot, il veut donner la parole à tout le monde. D'ailleurs, c'est un agriculteur qu'on entend parler. Et juste avant, c'est une enseignante et une infirmière qui ont pris la parole. Merci beaucoup Marie-Jean Tric, en direct de Laon avec Thomas Loriot. On en parlait également
également en plateau avec vous, Elisa Bertolomé. Là, on est dans une autre taille, déjà une autre échelle, 300 personnes rassemblées à Laon pour s'adresser aussi à des Français qui sont venus et en donnant priorité à la parole à la société civile. C'est une autre stratégie qu'on adopte donc du côté d'Europe Écologie Les Verts par rapport à ce qu'on a vu il y a un instant avec Valérie Pécresse. Oui, mais pour une raison aussi là assez simple. Yannick Jadot, sa primaire, elle est terminée depuis plusieurs mois maintenant. Il est le candidat des écologistes depuis la fin du mois de septembre. Donc ce moment de rassemblement, ce moment où il faut parler aux cadres du parti, aux militants pure souche du parti, il est terminé. Maintenant, il faut que Yannick Jadot, s'il veut donner de l'élan, redonner de l'élan à sa campagne, il faut qu'il s'adresse à un public beaucoup plus large. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il n'est pas dans la même temporalité que Valérie Pécresse finalement dans sa campagne. Là, l'enjeu pour Yannick Jadot maintenant, c'est d'émerger, de trouver une fenêtre où on va pouvoir entendre ce qu'il dit, entendre ses propositions. C'est vrai que l'attention a été très captée par ce congrès des Républicains, que la gauche a un peu du mal à trouver sa place dans cette pré-campagne électorale. Et à cela s'ajoute aussi cette semaine l'espèce de psychodrame qu'il y a eu tout autour d'Anne Hidalgo, d'Arnaud Montebourg. Cette semaine, on s'est pas ennuyé, On a reparlé de la gauche, alors c'est plutôt positif pour eux dans ce sens-là, d'une certaine manière, on peut le dire, mais c'est vrai que ça vient parasiter une campagne qui a déjà du mal à démarrer pour le candidat écologiste. On le voit dans les enquêtes d'Ampillon, il plafonne à 6, 7, 8% selon les enquêtes. C'est loin d'être suffisant pour espérer transformer l'essai et faire quelque chose le 10 avril prochain. Ce fut évidemment l'un des événements marquants de la semaine, Maurice Ulrich, cette proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire à gauche. Je n'en veux pas, non, je ne participerai pas à une primaire de la gauche, a réagi Yannick Jadot. Est-ce qu'il a bien fait, selon vous, et pourquoi est-ce qu'il n'en veut pas ? Il a raison de dire que c'est trop tard. Je pense que s'il y avait eu, il y a ne serait-ce qu'un an, des discussions très sérieuses entre les diverses formations de gauche, malgré les accords et les divergences qui sont parfois très, très réelles, par exemple sur le nucléaire ou des choses comme ça, je pense que ça aurait pu se passer. Il aurait fallu passer par-dessus les divergences, laisser les questions qui faisaient débat, les laisser en débat, mais maintenant c'est évidemment trop tard. Et c'est d'autant plus tard qu'Anne Hidalgo fait cette proposition alors qu'elle est à 3, 4, peut-être 5, mais que donc sa crédibilité, elle est quand même ébréchée. On peut le regretter. Moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent systématiquement la maire de Paris, mais et que je pense que c'est aussi une femme de qualité, vraisemblablement. Mais ce n'est plus crédible. Car il y a quelques mois, à l'inverse, Anne Hidalgo était appelée à rejoindre également Europe Écologie Les Verts dans cette primaire de la gauche. Le problème, si vous voulez, ce n'était pas qui rejoint qui. Le problème, s'il avait été posé il y a un an, c'était qu'est-ce qu'on construit ensemble. Alors bien sûr, Mélenchon n'en voulait pas, les communistes non plus, mais il fallait un peu, je dirais, que ceux qui l'y tenaient mettent les responsables de gauche devant leurs responsabilités face à l'opinion publique. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Moi, en tant qu'éditorialiste à l'Humanité, je l'ai écrit à diverses reprises. La gauche avait et a toujours une responsabilité, et cette responsabilité, elle va être écrasante plus on va se rapprocher du scrutin. Donc là, c'est un bilan quand même qui était assez catastrophique, puisque on est sur des scores quand même très bas pour les uns, les unes et les autres, et donc il y a une occasion de construire quelque chose qui a été manqué. Et je crois que c'est les gens de gauche, parce qu'il y en a encore heureusement, mais qui ont été extrêmement critiques vis-à-vis du quinquennat de François Hollande, qui ont été déçus par la gauche, ils vont être encore plus déçus cette fois-ci. Ouais. On voit toujours ces images en direct, donc avant cette prise de parole, ce discours de Yannick Jadot à Laon, sur ses terres dans l'Aisne. Vous voyez ici, c'est un agriculteur qui est en train de s'exprimer. Avant lui, une enseignante et une infirmière avaient également pris la parole. On a aperçu aussi dans le public Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, ou Sandrine Rousseau, qui avait été battue en finale donc, du congrès, de la primaire plutôt, d'Europe Écologie Les Verts. Il est à peu près à 7% dans les sondages William T aujourd'hui, Yannick Jadot, pour le premier tour de la présidentielle.
il patine un petit peu depuis quelques semaines. Comment est-ce qu'il peut relancer sa campagne? Il est en difficulté parce que contrairement à ce qu'on a vécu avec Valérie Pécresse dernièrement, il n'a pas eu de montée dynamique dans les sondages après sa victoire à la primaire pour différentes raisons. Premier point, c'est qu'à la différence de Valérie Pécresse, sa victoire était plus serrée face à Sandrine Rousseau. Il avait gagné à 51-52%. Et donc, du coup, il n'avait pas un élan bénéficiant de cette victoire. Deuxième point, le fait d'avoir cette victoire serrée face à Sandrine Rousseau, ça veut dire que Sandrine Rousseau a plus de poids sur la ligne politique, alors que leur poids, leur ligne politique et leur stratégie électorale sont complètement différentes. Il faut se rappeler qu'en 2019, lorsque Yannick Jadot fait une grande percée aux élections européennes, il capte les déçus d'Emmanuel Macron, qui viennent principalement de la gauche, sur un positionnement social-démocrate, donc compatible sur une ouverture avec le centre. Alors que Sandrine Rousseau, elle, veut plutôt parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc, du coup, comme ils n'ont pas la même ligne politique, ils n'apportent pas assez de clarté aux électeurs pour qu'ils puissent soutenir la candidature d'Yannick Jadot. Parce que si Yannick Jadot est élu, quelle ligne politique sera majoritaire? C'est la sienne ou celle de Sandrine Rousseau? Et après, enfin, troisième point, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de perspective de victoire pour la gauche. Dans aucun second tour, la gauche ne dépasserait, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, 38 ou 40% au second tour. Et donc, du coup, les électeurs de gauche ne veulent pas trancher pour un candidat unique, ce qui était le cas pour Valérie Pécresse, parce qu'elle avait une perspective de victoire face à Emmanuel Macron, de se rassembler derrière elle, et donc, du coup, de bénéficier à la fois du rassemblement et d'un vote utile. Alors que là, à gauche, il n'y a pas de vote utile. La difficulté pour Yannick Jadot, c'est premier point, il faut éliminer une ou deux candidatures pour espérer un solde critique, pour espérer entraîner une dynamique. Donc, soit celle d'Arnaud Montebourg, soit celle de Anne Hidalgo. Deuxième point, une autre possibilité qui peut être possible, mais la difficulté, c'est au niveau du timing, c'est de faire une grande primaire de la gauche en acceptant Jean-Luc Mélenchon, parce que il participera vraisemblablement pas à cette primaire, pour créer une dynamique autour d'une candidature et pour créer au moins des débats télévisés et créer une dynamique autour des propositions de la gauche, parce qu'il semble avoir des valeurs compatibles entre Jadot, Hidalgo et Arnaud Montebourg. Et après, troisième point, si c'est pas le cas, c'est en fait son objectif, et c'est l'objectif de Julien Bayou, le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, c'est de terminer en fait en tête des premières forces de gauche, parce qu'ils ont tous ça à l'esprit, en vue de reconstruire la gauche après l'élection présidentielle, mais comme première force politique, comme le Parti Socialiste, lorsqu'ils avaient battu le Parti Communiste et que François Mitterrand s'était imposé face au Parti Communiste. Là, ils sont une bataille entre eux, non pas pour gagner l'élection présidentielle, mais pour terminer première force à gauche, pour être le grand leader de la gauche pour l'après 2022. Le casse-tête de l'unification de la gauche. On a vu, ça y est, l'agriculteur qui a terminé de s'exprimer, donc à la suite de ces précédentes interlocutrices, les personnes qui ont parlé avant lui, une enseignante et une infirmière, 3 personnes de la société civile qui ont pris la parole avant celle de Yannick Jadot, qui devrait parler dans quelques instants, donc allons dans cette salle, vous voyez, qui accueille 300 personnes cet après-midi. Donc un meeting en petit comité, exactement. Il ne fait pas d'entrée. Qui est là, avec une scène qui est au centre d'ailleurs de la salle, une scène ronde, de taille assez modeste. Et on installe le pupitre, voilà, pendant que tout s'installe, la lumière s'éteint. Et dans quelques instants, Yannick Jadot va donc s'avancer sur cette scène au centre de tout le monde. Après, c'est quelques notes de musique. quelques instants de Yannick Jadot. On le rappelle, depuis l'an dans l'Aisne, Yannick Jadot qui est dans la salle, aux côtés notamment de Sandrine Rousseau, de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Alors ça détonne un petit peu, Elisa Bertholomé, effectivement, par rapport au meeting de Valérie Pécresse qu'on a vu juste avant. C'est pas le même genre. Non, oui, c'est pas le même genre. Je suis un peu perturbée parce que je n'arrive pas à retrouver le titre de la musique qu'est en train de jouer le violoniste, mais ça va passer, ça va revenir. C'est sûr qu'on voit que c'est une ambiance beaucoup moins
stricte que le meeting de Valérie Pécresse. Déjà, ils sont moins nombreux dans la salle. Il y a 300 personnes alors qu'il y avait plus de 1000 personnes réunies à la Mutualité autour de Valérie Pécresse. Ici, ce ne sont pas les cadres du mouvement, mais des militants, de potentiels électeurs intéressés par ce que va dire Yannick Jadot lorsqu'il va s'exprimer dans quelques minutes maintenant. C'est un petit intermède pour lui permettre pour permettre à son équipe d'installer tout ce dont il va avoir besoin pour s'exprimer. On voit donc là que Yannick Jadot, il a fait le pari de mettre en avant des personnalités de la société civile sur des sujets très spécifiques, l'agriculture, l'éducation, puisqu'une enseignante a pris la parole, une infirmière également, de la santé. Est-ce que ça présage de ce que va être son discours de cet après-midi? Oui, c'est une possibilité. Est-ce qu'on voit qu'il essaye de faire monter dans le débat des thématiques sur lesquelles finalement on a assez peu entendu les candidats jusqu'à présent. Voilà, Yannick Jadot qui essaye de relancer sa campagne après une séquence compliquée cette semaine qui a été parasitée par cette annonce d'Anne Hidalgo d'inviter les candidats de toute la gauche à participer à une primaire, une nouvelle primaire donc pour se départager, puisque Yannick Jadot lui-même a remporté la primaire des écologistes. Il n'a pas répondu ni rappelé Arnaud Montebourg, on se souvient de cette séquence? Non, aussi. toujours pas. Arnaud Montebourg a essayé de le joindre, mais il n'a toujours pas voulu lui répondre ou lui parler, en tout cas faire savoir qu'il lui avait répondu ou qu'il lui avait parlé. Et Yannick Jadot qui s'apprête donc à prendre la parole. Ça y est, le pupitre est prêt. Ça y est, vous savez dire lent? Lent, pas laon, lent. Profitez-en pour visiter cette ville magnifique. Profitez-en pour visiter cette région magnifique. Cette ville est mal connue. Cette région est mal connue et pourtant elle est magnifique. Profitez-en. Vous savez, c'est ici à Laon, chez moi, chez nous, pour beaucoup de ceux qui sont là, que je viens porter haut, très haut, l'espérance écologique pour la France. Dans ma Picardie, au cœur de ma France, au cœur de notre France, car c'est ici, chez moi, que je m'emplis des espoirs et des colères des Françaises et des Français. C'est ici que je fais mien les enthousiasmes, les envies, les innovations, les capacités à agir des jeunes et des moins jeunes, des paysans comme Jean-Luc, des salariés, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des artisans. C'est ici que je vois et que j'entends les déceptions, les peurs, les divisions qui s'emparent du pays, ces angoisses et cette fatigue que l'extrême droite et une droite à la dérive tentent d'instrumentaliser à des fins funestes pour embraser la France à coups de panique identitaire. C'est ici que je nourris, sans relâche, ma volonté indéfectible de porter l'écologie à la hauteur de l'histoire de notre pays et de construire une alternative écologique heureuse pour notre République. C'est ici, tout près du chemin des Dames, où tant de nos compatriotes sont morts au champ d'honneur, que naît et renaît sans cesse ma détermination à faire face au nationalisme, aux tentations morbides, régressives, tournées vers un passé fantasmé qui nous détourne des exigences du présent et de l'avenir. C'est ici, dans cette nature si souvent parcourue et aimée, que s'est forgé mon engagement à organiser enfin une lutte intransigeante pour notre environnement, pour le respect dû aux animaux, pour la biodiversité et contre le dérèglement climatique. Car ici, comme ailleurs, nous sommes percutés par les chocs climatiques, l'effondrement du vivant, les pandémies et les maladies chroniques liées aux pollutions et la malbouffe. Jamais nous n'avons été autant fragilisés. Et n'en déplaise à tous ceux qui voudraient trouver des solutions étriquées et rances
face à ces désastres que nous subissons. Ces chocs se contrefichent des frontières, des nationalités et des identités. Ils nous frappent, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos langues. Le dérèglement climatique est là, la planète brûle avec les méga-feux, elle coule sous les inondations. Ce dérèglement climatique est sans aucun doute, et je pèse mes mots, le plus grand défi de notre siècle. Et c'est un défi universel, parce qu'il touche à notre destin d'humain, à notre destin de terrestre. C'est là que se joue désormais le combat de l'universalisme. Vous l'avez compris, c'est ici aussi qu'est née cette ambition de donner à la France un président du climat. L'engagement et la colère, je les ai entendus. Ce matin encore, nous étions plusieurs à l'hôpital de Laon, à rencontrer des soignantes et des soignants, mobilisés évidemment contre la pandémie et qui prennent soin de nous, alors qu'elle manque cruellement de moyens, comme dans tant de services publics qui ont déserté nos territoires. Vous savez, on rencontrait des médecins, des infirmières, des aides-soignants, et ils nous expliquaient, comme partout sur nos territoires, dans tous nos territoires, aujourd'hui, le manque d'effectifs, les semaines de 50, 60, 70 heures. Ils nous parlaient des nuits passées. Vous savez combien on donne en plus par heure à un personnel soignant pour une heure de nuit? 1 euro. 1 euro. Une infirmière qui va faire 10 heures, une nuit de 10 heures, touchera à la fin de ses nuits, parce qu'elle a passé la nuit, 10 euros supplémentaires. C'est pas possible. Vous le savez, vous les entendez. Au service de maternité que nous visitions aussi, on a rencontré une infirmière qui avait fait sa formation, évidemment, qui avait passé 6 ans en réanimation et qui souhaitait évoluer et aller au service à la maternité. Après 6 ans, elle est toujours contractuelle. Après 6 ans, elle est toujours contractuelle. Elle n'a pas bénéficié des mesures du Ségur parce qu'elle est contractuelle. Et il y a encore quelques mois, après 6 ans d'expérience, notamment en réanimation, c'est lourd, après sa formation, parce qu'elle faisait des nuits, parce qu'elle faisait des week-ends, elle touchait 1 450 € par mois. Cette situation, et là, la discussion, c'était est-ce qu'elle allait pouvoir rester au service de maternité. C'est la seule infirmière, pour l'instant, au service de maternité. Nous mettrons fin au sacrifice de l'hôpital public. Et quand j'entends le Premier ministre de la France, qui se revendique des territoires, qui se revendique de ces territoires oubliés souvent par la République, nous dire qu'avant la pandémie, il n'y avait pas de problème à l'hôpital. Mais d'où débarque-t-il ? Franchement, Premier ministre de la France. Ça me rappelle le président de la République qui disait « J'ai découvert la situation dans les banlieues après avoir vu le film Les Misérables ». Il avait sacrifié le plan Borloo, construit avec des milliers d'acteurs sociaux, des milliers d'élus de terrain des banlieues. Il l'avait sacrifié, méprisé, jeté à la poubelle. Et de la même manière, un Premier ministre qui a oublié toutes les luttes des personnels soignants avant la pandémie, qui déjà jetaient leur blouse,
qui déjà était en grève pour dire à quel point l'hôpital public est menacé. Aujourd'hui, le ministre de la Santé débloque, appelle le plan blanc à l'échelle du territoire. Le plan blanc, normalement, c'est pour les situations absolument exceptionnelles. Absolument exceptionnelles. Aujourd'hui, on déclenche le plan blanc pour les situations normales. Avec une trouille pour tous les soignants et les soignantes. C'est qu'on mette fin au repos légitime, nécessaire pour les vacances de Noël. Cette trouille pour tout le monde, de craquer, de parvenir s'il n'y a pas les vacances. Cette trouille pour les soignantes et les soignants, qu'à un moment donné, cet hôpital va s'effondrer. Faute de soignantes, faute de soignants, parce qu'on les aura tellement maltraités, parce qu'on les aura tellement méprisés là-bas, à l'Élysée et à Matignon, qu'ils ne tiendront plus malgré leur mission, malgré leur engagement. Alors, nous mettrons en œuvre un grand plan pour sauver l'hôpital public et l'ensemble de notre politique de santé. On sortira les technocrates avec leur feuille Excel de sa gouvernance et on mettra les soignantes et les soignants pour gérer l'hôpital. On définira l'offre de soins à partir des besoins de chaque territoire. On ne définit pas l'offre de soins en fonction d'un objectif de rentabilité de l'hôpital. Qui a jamais eu cette idée que l'hôpital devait être rentable? Et bientôt l'école? Non, on définira l'offre de soins à partir des besoins de chaque territoire, Nous revaloriserons évidemment les salaires, pas simplement en donnant des primes. Ce sont les salaires qu'on va revaloriser. Parce que vous le savez, dans les milliards annoncés du Ségur, c'est une incroyable fumisterie, ce Ségur. Et c'est 19, 17, 18 milliards. Reprise des dettes. Mais de quoi on parle? On va laisser nos hôpitaux en faillite? Nos hôpitaux, c'est l'État. L'État, c'est l'État. L'argent public, c'est l'argent public. Quel est ce jeu comptable qui consiste à dire on fait un effort pour l'hôpital public quand on reprend une dette publique d'un hôpital public? Mais le pire du mépris pour les personnels soignants, c'est que la moitié des 183 €, ces fameuses 183 €, la moitié dépend de l'augmentation des actes que ces soignantes et ces soignants vont réaliser. Ils sont au bord du gouffre, du burn-out. Ils sont épuisés. Et qu'est-ce qu'on leur demande? Si vous voulez toucher un peu plus d'argent, il va falloir en faire un peu plus. Eh bien, cette logique-là, nous y mettrons fin. La tarification à l'acte, nous y mettrons fin. Dans la plupart des services, je l'ai dit, et aujourd'hui dans beaucoup d'hôpitaux, dans les services de pédiatrie qui sont soumis à cette épidémie de bronchiolite. Les infirmières et les infirmiers doivent s'occuper de 2 fois plus de malades que l'exige la sécurité, la qualité des soins et l'humanité. 2 fois plus de malades. C'est aussi ça, ce cercle vicieux que vous décriviez, madame. Ce cercle vicieux, on vous en demande toujours plus de sacrifices, toujours moins de temps à passer, malgré la demande de parole, malgré la demande d'écoute. Et donc, à partir du moment où les gens s'épuisent, à partir du moment où ils se sentent en danger même, où ils sentent le risque de maltraiter les patients, eh bien, les personnels soignants s'en vont.
Et ceux qui restent, celles qui restent, c'est de plus en plus difficile. Eh bien, nous reprendrons la revendication du comité interhospitalier de recruter 100 000 infirmières et infirmiers sur le quinquennat. Parce que la santé, c'est notre joyau. Parce que la santé, c'est notre bien le plus précieux. Et s'il y a bien un moment dans l'histoire où nous le savons, c'est avec cette pandémie. L'urgence sanitaire, en ce moment, vous le savez, ça reste le Covid. On y est tous. Et merci de respecter les gestes barrières. Nous avons choisi une jauge pour le permettre. J'ai vu d'autres meetings la semaine dernière où personne ne portait le masque en toute irresponsabilité. Merci de cette discipline. Ce Covid, donc, qui continue de tuer et d'épuiser physiquement, moralement, psychologiquement notre société. Je demande au gouvernement de rétablir la gratuité des tests pour favoriser l'isolement des personnes contaminées. Je demande au gouvernement l'installation des capteurs de CO2 dans les lieux clos qui reçoivent du public. Ça fait 1 an qu'on le demande. Que font-ils? Enfin, nous n'en aurons pas fini avec cette pandémie tant que des continents entiers seront exclus de la vaccination. Variant Delta, variant Omicron, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme appellation pour ne pas dire une seule réalité? C'est que ces variants viennent de pays où la pandémie est encore trop lourde. Pourquoi cacher le variant indien? Pourquoi cacher le variant brésilien? Pourquoi maintenant cacher le variant sud-africain? C'est pas pour stigmatiser ces pays, mais nous devons les appeler comme tels pour nous rappeler à notre responsabilité. Tant qu'il n'y aura que 4% de vaccination en Afrique, nous ne serons pas à l'abri de n'importe quel variant. Et puis surtout, avec 4% de vaccinés, ça veut dire que nous laissons mourir des milliers d'Africaines et d'Africains par manque de solidarité. C'est pourquoi les écologistes demandent depuis au moins 1 an, partout où nous sommes, en France, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, nous demandons la levée des brevets sur les vaccins pour que ces derniers soient produits massivement dans les pays qui en ont tant besoin. Chers amis, vous le savez, les firmes pharmaceutiques ont réalisé près de 40 milliards de dollars de bénéfices depuis le début de l'année. 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est l'argent public qui paye ces vaccins. C'est souvent l'argent public qui a soutenu la recherche et l'obtention de ces vaccins. Alors bravo, ils ont trouvé des vaccins, bravo, il y a des génies. Tant mieux. Mais franchement, est-ce que l'argent public doit servir à payer définitivement les vaccins sur la pandémie? Est-ce que l'argent public doit financer une rente vaccinale des groupes pharmaceutiques? Si nous voulons la levée des brevets, c'est pour mettre fin à la pandémie. C'est donc sur cette terre, ici, Picarde. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas de la région, ça va leur parler un peu étrange, mais moi je suis né à Clacy-et-Thierret, dans un village juste à côté. Je suis né à l'école de la République, dans le logement de fonction. J'ai grandi à Mont-Saint-Lannoy, et puis j'ai étudié à Laon, où j'ai passé ma jeunesse. Je l'ai dit, c'est là que s'est forgée ma vision de l'écologie. C'est ici aussi que s'est imposée, pour moi, l'évidence de la convergence des combats sociaux et environnementaux. Cette conviction
cette conviction qui est devant nous, l'ardente obligation de réussir la transformation écologique dans toute sa radicalité, en construisant un chemin de rassemblement qui n'oublie jamais personne, et d'abord les plus inquiets et les plus fragiles. Quand vous grandissez au milieu des champs, vous avez toujours la nature en perspective. Et c'est là que mes parents m'ont transmis l'amour des arbres et des oiseaux. Le plaisir intense de voir passer une harpe de cerfs et de biches au fond de la forêt. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chance, mais si vous avez déjà observé une seule fois la beauté et la majesté d'un cerf, vous deviendrez, comme moi, un militant déterminé de l'interdiction de la chasse à courre. Ce plaisir de la nature, je veux que chacune et chacun, randonneur, cycliste, promeneur, seul ou en famille, puisse pleinement en profiter, en sécurité. C'est pourquoi nous interdirons la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Parce que, vous le savez, la nature pour toutes et tous, la nature protégée, la nature partagée, la nature aimée, c'est au cœur de notre engagement. Et c'est ça, d'abord, l'écologie. C'est une invitation à l'émerveillement et à la beauté de la vie. Quand vous grandissez comme moi dans une école communale, vous vivez au quotidien les valeurs de la République. Le respect de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. L'attachement au service public, ce patrimoine de celles et de ceux qui n'en ont pas, c'est la passion de l'humain et de l'universel. Revenir ici me convainc à chaque fois, si besoin était, que ces valeurs ne sont pas une langue morte. Liberté, égalité, fraternité, démocratie, citoyenneté, laïcité, ce sont des mots d'une formidable jeunesse. Ce sont des actes de courage, ce sont des principes d'action et de vie. Et je vous le dis, depuis l'enfant de l'an, le militant de Greenpeace et l'altermondialiste au Burkina Faso ou au Bangladesh, jusqu'au candidat à l'élection présidentielle, j'ai toujours la même conviction que notre vie et notre dignité doivent être préservées et placées au centre de tout. Vous savez comme moi, de longue date, que dans les moments les plus difficiles, comme ceux que vit aujourd'hui notre pays et l'Europe, réside une flamme, une volonté, un enthousiasme, un chemin, une espérance. Car l'écologie, c'est aussi cela. Une capacité à agir pour prendre soin de nous, de chacune et de chacun, et d'abord des plus fragiles, du collectif que nous avons forgé au sein de notre nation, de notre République abîmée par des discours de haine que nul n'imaginait entendre de nouveau résonner. L'écologie, ce n'est pas une longue pénitence, ça n'est pas une punition. Et je vais le dire pour celles et ceux qui l'ignorent, l'écologie, ce n'est pas prendre une douche froide une fois par mois dans le noir. L'écologie, c'est un magnifique projet de vie et de beauté, je l'ai dit. C'est un beau projet pour chacune et chacun et pour notre République, pour notre Europe, pour notre présent et notre avenir. L'écologie repose sur la conviction que nous détenons par l'évolution de nos comportements individuels et collectifs, par le progrès des sciences et des techniques, la capacité à vivre mieux, au travail, dans notre alimentation, nos déplacements,
notre logement, nos loisirs, et à mettre la santé individuelle et collective au cœur des politiques. C'est la condition pour retrouver le contrôle de nos vies. Et c'est pour cela que nous devons nous battre. C'est pour cela que le destin heureux de la France se construit ici. Car, vous le savez, l'enjeu de l'élection présidentielle n'est rien moins que l'avenir de notre pays, des femmes et des hommes qui y vivent et de nos enfants. C'est le choix des valeurs que nous voulons transmettre qui s'y fera. C'est l'état dans lequel nous allons leur laisser l'air, l'eau, les prairies, les forêts, les littoraux, les rivières et les fleuves, les montagnes et les océans qui va être décidé. C'est notre destinée commune que nous allons choisir. Et mon combat, notre combat, sera inlassable pour faire prévaloir la vie, la jeunesse et l'avenir contre celles et ceux qui veulent organiser le suicide français. L'extrême droite sous toutes ses formes et la droite française qui tourne le dos à son héritage gaulliste et républicain doivent savoir qu'elles trouveront face à elles les forces sereines et déterminantes, puissantes de la vie, de l'écologie. Je ne laisserai pas une chape de plomb se poser sur notre pays, fondée sur les haines contre les étrangers, les divisions, le rejet des différences, la concurrence toujours plus violente au détriment des plus faibles. Je ne les laisserai pas installer un ordre moral dont les femmes et les homosexuels seraient les victimes. Notre France, chers amis, ça n'est pas celle des anti-Dreyfusards, ça n'est pas celle des collabos et de l'OS. Cette France de la défaite, dont la devise est racisme, antisémitisme et révisionnisme. Vous le savez, notre France est plus grande, elle est plus forte, elle est plus fière que leurs délires identitaires et leurs obsessions régressives. Nos pulsions de vie seront toujours plus puissantes que leurs pulsions de mort. Et nous chanterons toujours la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ma détermination écologiste sera sans faille pour faire de la lutte pour les droits des femmes une priorité de tous les instants. Notre dignité en tant qu'individu, en tant que société, en tant que nation, ne peut plus s'accommoder des violences qu'elles subissent et des inégalités, notamment salariales, qui pèsent sur elles. Comment ne pas dire ma sidération en écoutant le président de la République parler d'inquisition médiatique lorsque des journalistes enquêtent et permettent à des femmes de sortir du silence, de dire face caméra, et quel courage il faut pour parler face caméra, pour dire leurs souffrances et les violences sexuelles qu'elles ont subies. En reprenant la ligne de défense des prédateurs sexuels, Emmanuel Macron a démontré sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, qu'il est du mauvais côté de l'histoire.
La République écologique sera celle de la pleine égalité des femmes et des hommes. Plus 1 euro d'argent public n'ira à des entreprises qui ne s'engagent pas pour l'égalité des femmes et des hommes, comme pour la transition écologique et les progrès des droits des salariés. Ma détermination sera sans faille pour combattre toutes les discriminations dont tant de femmes et d'hommes, notamment les jeunes, restent victimes en raison de leurs origines, dans les rues, dans nos villes, pour l'accès à l'emploi et pour l'accès au logement. La parole des victimes s'est libérée, celle des femmes, celle des homosexuels, celle des femmes et des hommes que l'on stigmatise pour leur origine ou la couleur de leur peau. Cette libération ne s'arrêtera pas, et c'est une bonne nouvelle. Nous l'accompagnerons en agissant chaque jour pour faire en sorte que plus jamais il n'y ait de discrimination dans notre pays, que plus jamais la République et la société ne nient la dignité des femmes et des hommes et ne renoncent à combattre pour l'égalité, ne renoncent à combattre contre les discriminations. Nous avons l'occasion historique, non pas d'aggraver les divisions, mais bien de réunir, de rassembler autour des valeurs enfin réalisées de la République écologique. Aux divisions et aux haines, nous opposerons sans cesse dans notre République ce qui nous rassemble, dans le respect de nos différences et de la dignité de chacune et de chacun. Pour gagner, vous le savez, ils sont prêts à tout, à diviser, à haïr, à exclure. Nous gagnerons cette élection présidentielle en rassemblant et en réconciliant les Français. Chers amis, de toutes ces menaces pour notre survie en tant qu'être vivant et en tant que nation, Emmanuel Macron ne nous protège en rien. Le conformisme technocratique et le libéralisme qui l'inspire depuis bientôt 5 ans et qu'il nous promet pour 5 ans de plus ne font qu'aggraver les maux du pays. Son statu quo, c'est le chaos. Les ambitions d'Emmanuel Macron sont mortes. Le dépassement n'a pas eu lieu. Aucun des verrous français n'a sauté, bien au contraire. En accroissant les injustices, en semant la désespérance sociale, Emmanuel Macron a porté l'extrême droite à 30% dans les sondages. Les lobbies sont plus puissants que jamais. Les lobbies sont plus puissants que jamais. Dans l'agriculture, ils continuent à dégrader notre alimentation et notre santé et celle des paysans à force de pesticides. Depuis 10 ans, 100 000 fermes ont disparu dans notre pays. Tous les jours, ou presque, un paysan se suicide et 30 fermes meurent. Nous y mettrons fin. Dans notre République écologique, les enfants mangeront 100% bio dans les écoles. Les malades, 100% bio à l'hôpital. Les anciens, 100% bio dans les EHPAD. C'est un enjeu de santé, et vous le savez, c'est un enjeu de santé essentiel aussi pour les familles les plus en difficulté. Emmanuel Macron veut continuer à nous imposer l'énergie nucléaire, malgré ses dangers et les coûts faramineux, dont un jour son gouvernement, comme les gouvernements précédents, devront rendre des comptes devant la nation. Quand un gouvernement engage un réacteur nucléaire, le fameux EPR de Flamanville, qu'il s'engage pour 3 milliards d'euros. Et quand la Cour des comptes aujourd'hui nous dit que ça va coûter 20, au moins, puisqu'aucun EPR ne fonctionne dans le monde. C'est 17 milliards d'euros de gabegie à ce jour. 17 milliards d'euros de gabegie, c'est presque le budget de l'enseignement supérieur.
Est-ce que vous avez vu un seul décideur rendre compte de ces 17 milliards d'euros de gabegie? Et vous connaissez le projet du président? Face à ce fiasco, face à ces 17 milliards d'euros de gabegie, c'est d'en faire 6 de plus. Il pense que 6 fiascos, ça peut faire un succès. Désolé pour les écologistes, parce que nous sommes responsables. 6 fiascos, ça fait un gros fiasco. Alors, l'industrie nucléaire est une grande filière incontestable de notre pays. Incontestablement. On peut être pour ou contre. Quand l'État a décidé de développer cette filière nucléaire, on y a mis les meilleurs ingénieurs du monde. On y a mis les meilleurs ouvriers du monde. Et on a eu 58 réacteurs dans notre pays. Quand l'État veut, quand le génie français est mis à contribution, on y arrive. Alors on peut remercier aujourd'hui les ingénieurs, les ouvriers, qui maintiennent, malgré les difficultés, malgré le vieillissement des centrales, un minimum de sûreté et de sécurité dans nos centrales nucléaires. On peut les remercier, mais maintenant, il nous faut, avec eux, regarder l'avenir avec lucidité et avoir un débat transparent sur le coût et les risques du nucléaire. En tout cas, notre détermination est claire. Nous développerons les énergies renouvelables. Nous sortirons du nucléaire avec réalisme, en garantissant que chaque famille, chaque entreprise ne manquera jamais de l'électricité nécessaire. Je ne veux pas pour mon pays d'un nouveau quinquennat d'injustice sociale, d'appauvrissement démocratique, de déni écologique. C'est pourquoi je mettrai en place un impôt de solidarité sur la fortune, qui sera climatique, qui mettra un terme à 5 ans d'injustice sociale et fiscale, qui prendra en compte l'empreinte carbone des fortunes financières et réorientera ces financements des plus riches vers la défense du climat, vers la solidarité avec les plus pauvres qui, vous le savez, dans ce quinquennat, se sont appauvris. Nous mettrons en place une TVA différenciée selon l'impact environnemental des produits. Nous taxerons plus les produits qui reposent sur l'obsolescence programmée, qui voyagent inutilement des milliers de kilomètres ou qui détériorent notre santé. Mais nous réduirons la TVA, nous réduirons les taxes sur le bio, 0%. Sur les produits réparables, recyclables, réutilisables. Sur l'alimentation de qualité, encore une fois, pour que ce qui nous fait du bien soit accessible à toutes et à tous. Nos objectifs sont clairs. Sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, organiser la résilience des territoires, créer des emplois par la transformation écologique, sécuriser les parcours professionnels et l'acquisition de nouvelles compétences, contribuer à une autre répartition de la valeur entre le travail et le capital, protéger les femmes et les hommes contre les effets sociaux de la crise écologique. Chaque politique publique, chaque euro d'argent public y seront conditionnés. Ce sera notre règle d'or pour le climat. Fini les politiques publiques qui subventionnent les énergies fossiles, qui subventionnent Total, qui va explorer et exploiter le pétrole, le gaz en Arctique ou en Afrique. Fini l'argent public qui ira vers les pesticides. Nous financerons les énergies renouvelables et l'isolation des logements. Voilà comment aider les familles. Voilà le meilleur bouclier énergétique. C'est évidemment l'isolation des logements.
Demain, nous relocaliserons les entreprises et l'industrie pour retrouver notre indépendance de production. Nous lancerons un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an sur le quinquennat, 2% du PIB. 25 milliards iront à la reconstruction d'une économie sur la base de la durabilité, 10 milliards sur le logement et le bâtiment, et 25 milliards seront dévolus à la réparation de nos services publics. Lutter pour le climat. Lutter pour le climat, pour la fin du gaspillage, pour la sobriété, engager, renforcer nos services publics, nous créerons 1,5 million d'emplois à l'échelle des territoires et nous dynamiserons par des investissements un mode de production et de consommation responsable. Tu en as parlé, Jean-Luc, nous utiliserons les 9 milliards d'euros d'argent public de la PAC qui, tous les jours, arrivent en France pour passer un grand contrat de transition agricole avec les paysans, pour que l'agriculture biologique devienne le cœur de notre modèle agricole. Et je l'assume, nous mettrons sur la table, avec les agriculteurs, leur endettement. Parce que nous savons que trop d'agriculteurs sont surendettés, ils sont piégés dans le productivisme, par le surendettement. Et bien, dans cette transition de l'agriculture, nous assumerons parfois, souvent, de mettre fin au surendettement des paysans pour qu'ils puissent changer de modèle agricole. Demain, nous engagerons la sortie de l'élevage industriel qui maltraite les animaux, fait disparaître les paysans et pollue l'environnement. Nous interdirons l'élevage en cage. Nous installerons 100 000 jeunes en agriculture avec des revenus décents, dans le respect des animaux et de la nature, pour produire une alimentation saine et savoureuse. Nous œuvrerons aussi à une juste taxation, enfin, des multinationales qui placent leurs profits dans les paradis fiscaux, rémunèrent très largement leurs actionnaires, tout en continuant à licencier. Eh bien, ces firmes n'accéderont plus à aucun euro d'argent public, à aucun marché public. Alors vous avez dû l'entendre, le président Macron nous promet désormais le plein emploi. De quoi parle-t-il? D'un pays où le taux de chômage aurait certes baissé, mais où demeureraient des millions de pauvres, de précaires, de jeunes et de chômeurs longue durée. Un pays où des milliers d'entreprises ne parviendraient pas à embaucher faute de salaire et de conditions de travail à la hauteur, faute de formation adéquate. Un pays qui se serait enfermé dans les technologies du passé et aurait définitivement manqué le tournant vital de la transition écologique. Un pays incapable d'organiser les migrations de travail et l'intégration des personnes étrangères pour être à la hauteur de ses valeurs et des besoins de son économie. C'est un autre horizon, mobilisateur celui-là, que je vous propose. Celui d'un plein emploi, où l'on peut vivre de son travail, où la santé des salariés est une priorité, où la rémunération est enfin à la hauteur de l'utilité sociale, où la mobilisation aura été sans faille pour combattre la fatalité de la pauvreté, où les jeunes trouveront pleinement leur place, où les emplois seront durables et trouveront tout leur sens avec l'engagement des entreprises dans les vastes secteurs de la transition écologique, où la migration de travail sera organisée et maîtrisée. Voilà le pari de l'écologie, pour donner de la force à notre économie, si indispensable à l'avenir de notre nation. Nous investirons dans l'humain et dans la transition écologique. Notre économie
sera celle des entrepreneurs et des salariés, pas celle des actionnaires et de la finance. Ce sera celle des innovations technologiques et sociales, pas celle de la rente. Ce sera celle de la responsabilité environnementale et sociale, pas celle de la prédation. Parce que le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles, ce ne sont pas des mots ou des images sur les chaînes info. Ce sont des femmes et des hommes fracassés par ce chaos qu'un modèle écocide a installé. À croire ceux qui nous gouvernent depuis des décennies, toujours les mêmes, à peu de choses près, plus ou moins libéraux, toujours productivistes, il n'y aurait qu'un seul modèle auquel il faudrait se tenir, même s'il dévaste tout sur son passage, la nature comme la solidarité. Vous le savez, combien de fois les avons-nous vus moquer notre rapport à la faune, à la flore, à l'humain, le jugeant idéaliste quand nous étions juste précurseurs. L'harmonie entre l'humain et la nature, c'est un peu mièvre à les entendre. Pour nous, c'est juste primordial. Ce que nous promet Emmanuel Macron, c'est un nouveau quinquennat de stagnation qui annonce un déclin du pays. Cette inquiétude qui étreint tant de Français. De toutes mes forces, de toute la vigueur de l'écologie et de ses promesses d'avenir, je m'y refuse. Je ne veux pas d'un nouveau quinquennat où Emmanuel Macron dérive chaque jour un peu plus au gré des effluves délétères d'une droite en pleine dérive. Emmanuel Macron dirige la France avec la seule technocratie. Vous l'avez compris, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Je préférerais toujours l'intelligence collective à la prétention d'un seul. Emmanuel Macron agit sous l'influence ou sous l'emprise des lobbies. Ce n'est pas ma conception de l'intérêt général. Il décide avec et pour les plus riches. Ce n'est pas notre conception de la justice sociale. Alors, chers amis, j'entends et je partage les aspirations de beaucoup d'électrices et d'électeurs de gauche, et plus largement, des progressistes et des humanistes, qui ne veulent pas se retrouver dans la situation de devoir choisir, à nouveau, entre la droite et l'extrême droite. C'est donc autour des idées et du projet écologiste pour la France, pour la République, qu'il faut se retrouver. J'ai tendu la main et je suis convaincu que nous trouverons les moyens du rassemblement. La maison de l'écologie, de la justice sociale et de la République, elle est grande ouverte. C'est ce projet qui doit permettre à toutes et tous, à gauche et au-delà, de se retrouver dans une démarche collective pour gagner. J'appelle aujourd'hui tous les progressistes et les humanistes à nous rejoindre, à venir travailler avec nous. Venez avec vos combats, venez avec votre histoire, venez avec vos engagements, vos idées, pour construire ensemble la belle alternative, cette coalition du climat et de la justice sociale dont notre pays a tant besoin et à laquelle aspirent tant de nos compatriotes. Nos bras comme la maison de l'écologie. Nos bras sont grands ouverts.
Et nous proposerons dans les prochaines semaines, aux forces vives du pays, aux forces sociales organisées, dans le respect de leur indépendance, aux forces politiques qui le souhaitent, à partager notre projet et notre campagne. C'est ainsi que nous échapperons à l'alternative mortifère que l'on nous promet et à laquelle je ne me résoudrai jamais. J'en suis convaincu, pour chacune et chacun d'entre nous ici, nous n'acceptons pas que l'on tourne le dos aux promesses de République et de solidarité. Nous n'acceptons pas quand Emmanuel Macron cherche à complaire aux pulsions du rejet en organisant pour le compte de Boris Johnson le harcèlement des migrants à Calais. Il y a quelques jours, dans une région que tu connais bien, que plusieurs ici connaissent bien, Damien, Marine et tant d'autres, dans les Hauts-de-France, dans la chapelle ardente qui était dressée à la mémoire des 27 femmes et hommes morts dans la Manche au large de Calais, je me suis fait le serment de porter plus que jamais, dans ce moment de la vie de notre pays, l'humain d'abord, de combattre le cynisme et la froideur mortifère des calculs politiciens. Et j'aimerais que nous pensions, c'est une personne parmi tant de milliers d'autres qui est morte. J'aimerais que nous pensions à Mariam, une jeune femme kurde irakienne de 21 ans. Vous vous souvenez, les Kurdes qu'on a abandonnés, qui combattaient l'État islamique qu'on a abandonné. Elle avait 21 ans. Elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Elle avait 21 ans. Elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Quelle menace pouvait-elle représenter pour qu'on la maltraite autant au pays des droits de l'homme et de la femme? L'écologie, pour nous, ce sera toujours une force de vie. Ce sera toujours la vie. Celle que nous entendons insuffler à la France et à la République. Ce que j'entends combattre de toutes mes forces, de toutes nos forces, c'est ce naufrage de civilisation que le pape François vient de dénoncer à Lesbos. Oui, comme il nous y invite de toutes nos forces de vie, je cite, « Surmontons la paralysie de la peur, l'indifférence qui tue, le désintérêt cynique qui, avec ses gants de velours, condamne à mort ceux qui sont en marge. Luttons à la racine contre cette pensée dominante, cette pensée qui se concentre sur son propre moi, sur les égoïsmes personnels et nationaux. Je vous le promets ici, j'en prends l'engagement ferme. Nous mettrons fin à cet effondrement du projet européen qui promeut la circulation sans entrave des marchandises, des services et des flux financiers, mais qui construit des murs, des barbelés et des miradors pour les êtres humains. Je veux ici lancer, dans ce combat de civilisation, un appel à la jeunesse de France. Ce combat est le vôtre. C'est de vous qu'il s'agit, de votre présent, de votre avenir. Vous qui vivez votre jeunesse en ces temps de pandémie. Vous qui connaissez les premiers grands espoirs et déjà les déceptions. Vous qui prenez enfin toute la mesure des risques qui pèsent sur l'humanité. Vous qui aspirez à la justice, à la fraternité ou tout simplement au respect et à la dignité.
Vous qui connaissez parfois, trop souvent, la précarité. Vous qui vous engagez pour le climat, pour la justice, pour les droits. Mais vous aussi, qui ne vous engagez pas, car vous ne voyez plus de sens à cette société. Vous qui ne croyez pas dans le vote et dans l'action politique, parce que vous êtes les grands exclus du quoi qu'il en coûte. Parce que depuis trop longtemps, dans les quartiers, dans les zones rurales, en Outre-mer, vous êtes les enfants oubliés de la République. Refusez le fatalisme, refusez le conformisme, empruntez la seule voie nouvelle, celle de l'écologie. Je n'accepte pas, je le dis ici, chez moi, terre de ma jeunesse, que ce pays laisse perdurer une sorte de fatalité de la galère pour les jeunes. Comme si les échecs scolaires, les difficultés de santé, les difficultés à trouver un emploi ou une formation, parfois les ruptures familiales, jusqu'à la précarité et la pauvreté, devaient être un passage obligé. Qui peut penser un seul instant qu'une société fraternelle et moderne se construit sur un tel rapport à notre jeunesse? Je sais que disant cela, je parle aussi au nom de tant de parents et de grands-parents de ce pays qui vivent l'amour et la fraternité entre les générations et y voient le fondement d'une société heureuse. C'est cela aussi, la République écologique que je vous propose. Alors, jeunes de France, donnez-nous de la force. Donnez-moi de la force. Donnez-vous de la force. Celle de résister aux pulsions morbides. Celle de faire prévaloir la vie. Celle de construire votre avenir. Celui de la société tout entière, à partir de vous, de vos projets, de votre créativité, de votre énergie et de votre si belle diversité. La République écologique vous attend, elle vous entraîne, elle se construit avec vous, pour vous, à partir de vous, de vos envies, de vos doutes et de vos attentes. Je l'ai dit, la République écologique sera celle de la jeunesse, ça sera celle de l'avenir, ça sera celle de la vie. Nous ferons de la réforme de notre système éducatif et d'enseignement supérieur, nous ferons de cette réforme une priorité centrée sur la jeunesse et ses aspirations, avec les enseignants, afin qu'elle puisse trouver la place qui lui revient dans la société et l'emploi de demain. Notre école si précieuse, qui est le creuset de notre nation, qui fait de tous les enfants des citoyens en devenir, devra évoluer pour répondre aux défis de la société. Ensemble, avec les professeurs, avec les parents, avec toute la société éducative, nous devrons trouver les voies d'une école plus égalitaire, offrant à toutes et tous les mêmes perspectives d'épanouissement et d'accomplissement. Nous travaillerons à la mise en place de nouvelles pédagogies plus épanouissantes, ainsi que de rythmes scolaires moins lourds, qui donneront plus d'importance à l'accès à la nature, au développement des talents artistiques, sportifs et relationnels chez nos enfants. À l'université, nous restaurerons le droit à l'enseignement supérieur, en supprimant le système opaque et inégalitaire de Parcoursup, qui met les familles dans l'angoisse. Qui met les familles dans l'angoisse et laisse chaque année plusieurs milliers de bacheliers sans accès aux études supérieures. Nous mettrons en place, c'est bien, les jeunes commencent à arriver. Nous mettrons en place
un revenu citoyen garantissant une vie digne et accessible dès 18 ans, qui permettent un revenu citoyen automatique qui permettra aux jeunes d'avancer dans la réalisation de leurs projets, qui permettra à chaque Française et à chaque Français de manger à sa faim. Avec notre revenu citoyen, nous éradiquerons la pauvreté en France. Chers amis, nous n'avons que trop laissé les conservateurs, les conformistes, les sociotechnocrates nous faire croire que réinventer le monde était impossible. Retrouver du temps et de la sérénité, pas possible. Un service public qui fonctionne, pas possible. Renoncer aux énergies fossiles et protéger le vivant, pas possible. Laisser la jeunesse choisir son avenir, pas possible. Une démocratie vivante et participative, pas possible. Libérer la parole des femmes, pas possible. Une Europe qui fasse rêver, pas possible. Lutter contre les lobbies, pas possible. Augmenter les salaires, pas possible. Accueillir dignement les migrants, pas possible. Eh bien moi, ce qu'on m'a appris, mes années d'engagement, c'est que réinventer le monde est possible. Tant de solutions existent déjà. Elles sont portées un peu partout en France. Vous les connaissez, vous en avez. Chez vous, à côté de chez vous, vous en faites partie. Ce sont des initiatives qui sont portées et des expériences, des expérimentations qui sont portées par des citoyennes et des citoyens, par des entreprises, des collectivités, des labos de recherche, des associations, des jeunes. Des solutions par lesquelles des femmes et des hommes qui entendent reprendre la maîtrise de leur vie s'engagent dans l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, dans des initiatives citoyennes et solidaires, qui créent des emplois, qui améliorent le bien-être des habitants et revitalisent notre industrie et nos territoires, dans des entreprises inventives qui prennent au sérieux la réduction de leur empreinte écologique, qui redonnent sens au progrès et à la prospérité partagée, tout en dessinant un avenir bienveillant. Loin du modèle productiviste et consumériste, des centaines d'initiatives irriguent ainsi nos territoires, qui redonnent à chacune et à chacun sa dignité et des perspectives d'avenir, qui redonnent de l'espoir à notre jeunesse, qui nous redonnent la puissance d'agir. C'est cette écologie de solutions qui doit gagner la France. Car je vous le dis, chers amis, nous sommes le monde d'après. Nous sommes ceux qui allons ouvrir un nouveau chapitre de notre récit national et républicain, la République écologique. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Nous nous heurterons à beaucoup d'intérêts, de conservatisme, de lobby, mais nous serons déterminés et persévérants. Nous convaincrons et nous vaincrons par les armes du droit et de la raison. Parce que, vous le savez, nous sommes de celles et ceux qui ne se laissent pas dicter leur destin. Nous sommes le prolongement de toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir notre culture, nos valeurs, notre civilisation. Nous savons que c'est dans cet héritage, dans cette fidélité à cet héritage et dans les apports de l'avenir que notre nation continuera à avancer. Comme cette enseignante, comme cette infirmière, comme cet agriculteur qui ont témoigné tout à l'heure. Ces héros du quotidien que nous avons tant applaudis pendant le confinement, en pleine crise de la Covid et pendant ce meeting. De même que celles et ceux qui se retrouvaient le samedi sur le rond-point de l'Europe allant un peu plus loin. Ce cercle de bitume où jusque-là ne s'arrêtait personne est devenu un haut lieu de sociabilité,
révélant les déchirements d'une France oubliée. D'ici, allant, je m'adresse à celles et ceux, trop souvent ignorés et qui pourtant font tenir le pays debout. À ces infirmières, à ces paysans, ces aides à domicile, ces artisans, ces travailleurs sociaux, ces caissières, ces salariés de la restauration et du bâtiment, à ces éboueurs, à ces travailleuses du nettoyage, à celles et ceux qui connaissent la dureté du travail, les longs déplacements, les salaires insuffisants et la misère, à celles et ceux qui vivent la difficulté d'accéder au logement dans les grandes villes, à celles et ceux qui souffrent de l'invisibilité dans les villes moyennes et dans les campagnes, à celles et ceux dont les salaires sont inversement proportionnels à leur utilité sociale, à celles et ceux que personne ne veut voir, entendre et défendre, en dépit des efforts des organisations syndicales. Je leur dis, vous êtes le cœur battant de la société. Et puisque nous sommes à quelques kilomètres du chemin des dames, vous êtes les poilus de la République. Vous êtes les poilus de la République, car vous êtes les combattants du lien social. Vous êtes celles et ceux qui prennent soin de nous et de la société tout entière. Et pour cela, vous serez les premiers bénéficiaires de la revalorisation des salaires dont nous ferons une priorité. Nous revaloriserons les salaires dans le public comme dans le privé, en dégelant le point d'indice et en conditionnant les aides aux entreprises à l'engagement de négociations salariales visant à réduire les écarts de salaire et à un plan santé au travail. Nous donnerons la priorité à l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs des secteurs essentiels, les métiers du lien et de l'humain, principalement exercés par les femmes, dans les EHPAD qui connaissent une crise invraisemblable, dans les établissements scolaires, auprès des enfants en situation de handicap, on en a parlé tout à l'heure, dans la logistique, la grande distribution, la restauration, l'entretien. Toutes celles et ceux qui ont tenu la société pendant la pandémie et que ce gouvernement a renvoyé à la précarité, à l'invisibilité et à l'ingratitude sociale. Fini avec nous cette économie punitive qui pénalise le pouvoir d'achat des Français en faisant exploser les dépenses contraintes, l'énergie, le logement, les transports, l'alimentation. Nous baisserons justement ces dépenses et nous redonnerons du pouvoir de vivre aux Français. Nous le ferons en investissant dans le logement social, qui est une catastrophe sous ce quinquennat. Nous le ferons en investissant dans les transports collectifs, les vélos, les pistes cyclables, en rendant gratuit et soutenu le covoiturage. Nous le ferons en investissant dans l'isolation des logements et en rendant cette isolation sans charge pour les familles les plus vulnérables. Ces millions de familles qui, en ce moment, aujourd'hui même, vivent dans le froid, faute de pouvoir payer leur chauffage. En réduisant ces dépenses contraintes, la République écologique rendra ainsi aux Français l'équivalent d'un 13e mois de salaire. C'est une mesure de justice écologique pour la défense du pouvoir d'achat. Parce que la défense du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir de vivre sont une priorité des écologistes, sont une priorité de notre projet. Vous savez combien notre cohésion en tant que nation est abîmée par les inégalités sociales, aggravée par Emmanuel Macron
et son obsession pour les premiers de cordée. Parce que la transformation écologique que je conduirai comme président de la République au service de tous les Français sera d'abord au service de celles et de ceux qui souffrent le plus. Chers amis, redonnons à cette France, à toute la France, de l'espoir. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, disait Nelson Mandela. Avec la Covid, nous avons découvert qu'il était possible, en quelques semaines, de changer notre manière de travailler, de trouver des milliards pour sauver les entreprises, d'applaudir les fonctionnaires, d'augmenter si peu les personnels soignants, d'offrir des vaccins gratuits. Arrêtez de nous dire que c'est impossible. Le renoncement, le conformisme des dernières décennies n'ont que trop duré. Je pense à nos dirigeants qui, depuis tant d'années, de beaux discours en fausses promesses, traînent les pieds, reculent, au lieu de faire face avec courage. Ils procrastinent, ils lambinent, ils remettent à plus tard. Ils pensent avoir le temps. Ils croient que le statu quo est une option, qu'un peu de croissance ici, de technologie là, résoudront les problèmes. Nous démasquerons dans cette campagne ceux qui prétendent agir pour la planète, mais qui ne font rien, ou si peu. Chers amis, reprendre en main notre destin, c'est possible. Avec nous, sauver le climat, c'est possible. Avec nous, redonner du sens aux mots de liberté et de fraternité, c'est possible. S'émanciper et obtenir l'égalité, c'est possible. Avec nous, avoir le droit de mourir dans la dignité, c'est possible. Avec nous, gagner son autonomie et trouver sa place dans la société, c'est possible. Garantir l'égalité effective pour les personnes handicapées, c'est possible. Avec nous, partager les richesses, c'est possible. Avec nous, protéger le vivant et vivre dans une société plus saine, c'est possible. Interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes maintenant, c'est possible. En finir avec le chômage de masse, c'est possible. Décentraliser vraiment la France, c'est possible. Avec nous, en finir avec la société patriarcale, c'est possible. Accueillir dignement les réfugiés, c'est possible. Un système éducatif performant et donnant les mêmes droits à toutes et tous, c'est possible. Avec nous, un hôpital public gratuit et performant, c'est possible. La justice sociale, c'est possible. Cette France est possible. C'est celle dans laquelle je vous propose de vivre si vous me portez à la présidence de la République.